Aujourd'hui, je vais te parler des Mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar et je vais te donner quelques éléments historiques sur l'Empire romain du IIe siècle après Jésus-Christ. Je vais te donner quelques éléments, comment ça fonctionne en fait, cet Empire romain. Donc, avant Adrien au pouvoir, il y a Trajan qui a une politique de conquête et c'est pour ça qu'on va avoir un territoire immense. Euh, alors, pour te donner une petite idée de l'immensité de ces territoires-là, le centre c'est Rome, mais les frontières vont jusqu'à l'océan Atlantique, donc avec la Bretagne qui est en fait la Grande-Bretagne, l'Angleterre, où Adrien d'ailleurs va faire ériger son mur, le mur Adrien, pour séparer la partie de la Grande-Bretagne, de l'Angleterre qui appartient à l'Empire romain et l'autre partie de l'Angleterre qui n'a pas été conquise et qui pose problème parce qu'il y a des risques d'invasion. Bon. Ensuite, le territoire va jusqu'au nord, jusqu'au Rhin et au Danube, avec Trajan qui va même essayer d'aller au-delà du Danube en faisant la guerre aux Daces, pour conquérir la Dacie. Finalement, finalement Adrien va préférer laisser tomber la Dacie et rétablir la frontière naturelle du Danube. Et le territoire romain de l'Empire romain va très à l'est, puisque Trajan va jusqu'à conquérir l'Arménie et la Mésopotamie. Et il cherche même à conquérir les territoires au-delà, ces terres mystérieuses de l'Orient, mais il va être confronté aux Parthes et comme il est en échec, il va devoir abandonner ses espoirs de conquête. Et à nouveau, Adrien va lui-même, pour apaiser les conflits aux frontières, va abandonner la Mésopotamie et l'Arménie. Et ça n'empêche pas d'ailleurs que dans ces territoires de l'Orient, enfin c'est comme ça qu'on l'appelle à l'époque, euh, il continue à y avoir des forts conflits, notamment en Judée, tu sais, avec Jérusalem. Bon. Euh, Adrien, quand il arrive au pouvoir, il abandonne cette politique de conquête de son prédécesseur et il décide d'établir la paix romaine. Donc il fixe les frontières, il arrête de faire la guerre et il va même ériger des murs, hein, donc comme le mur Adrien euh, en Angleterre pour matérialiser les frontières, les limites de l'Empire romain. À l'intérieur donc de l'Empire romain, il s'installe une paix assez durable qui va permettre des échanges commerciaux facilités. Alors facilités d'une part parce que les routes terrestres et maritimes sont plus sûres, et en plus de ça, comme il n'y a pas de frontières, on peut faire 4000 km sans frontières. C'est beaucoup plus facile pour un commerçant d'acheminer ses marchandises d'un bout à l'autre de ce territoire immense. Parce que les frontières, hein, ça pose toujours des problèmes. Ça vient perturber les échanges, entre guillemets. En plus de ça, pour faciliter les échanges, sur l'Empire romain, sur tout l'Empire romain, on peut parler le latin ou le grec. Le grec, c'est plus vers l'Orient, vers l'Est. Et ça aussi, hein, une langue commune, ça va améliorer les échanges. Et améliorer les échanges commerciaux, ça veut dire plus de richesse, un empire plus prospère, plus riche. En plus de ça, l'absence de guerre, la paix, ça permet de préserver les récoltes des paysans puisqu'elles ne sont pas détruites par les invasions, par les guerres, ne sont pas réquisitionnées par les soldats. Et donc, ça va permettre aux paysans de prospérer. Et des paysans prospères, ça permet l'absence de famine. Et l'absence de famine, ça veut dire qu'on a euh, des richesses et on a le temps et l'énergie pour faire prospérer tout l'empire. C'est un signe de prospérité, l'absence de famine. Bon. Donc ça, c'est la paix, le territoire et la paix. Alors maintenant, je vais te parler du rôle de l'empereur. L'empereur, il concentre tous les pouvoirs à Rome et il va nommer les sénateurs, ses collaborateurs à Rome, mais aussi les gouverneurs des provinces. Et comme le territoire est immense, il y a 44 provinces.
Pour te donner un exemple, Trajan, il va nommer Adrien gouverneur de la Pannonie, cette région qui est au nord-est et qui est juste en dessous, au bord du Danube. Heu, pour permettre, comme c'est l'empereur qui concentre les pouvoirs de décision, il doit pouvoir, heu, donner, ses «ordres» entre guillemets, aux provinces, aux gouverneurs des provinces qui sont parfois très, très éloignées de Rome, comme la Pannonie. Et pour ce faire, on va se reposer sur pardon, on va se reposer sur, la poste, impériale. Alors qu'est-ce que c'est? C'est qu'un messager, en partant de Rome, il va avoir à intervalles réguliers des relais, dans lesquels il va pouvoir trouver un cheval frais et dispo. Donc il lâche son cheval complètement exténué, il prend un nouveau cheval et pas très loin ensuite, il va pouvoir à nouveau faire ça et comme ça, il va pouvoir acheminer ses messages, très rapidement. Il va y avoir une communication qui va pouvoir se faire, facilitée, entre Rome et les provinces. Alors l'empereur, il est aussi, là pour rendre la justice à tout, grâce donc au droit romain. Hadrien, quand il arrive au pouvoir, dans les mémoires d'Hadrien, dit bien qu'il renouvelle, il refonde, le droit romain en le rendant plus simple et plus juste. Il va promulguer, enfin pas promouvoir, promulguer, des lois pour les esclaves, contre la maltraitance des esclaves, pour donner plus, de poids aux femmes dans la société et pour, préserver les droits des paysans. Ça, c'est les 3 points, qu'il aborde dans le texte. Heu, L'empereur, il est aussi considéré comme un dieu. Dans chaque cité, on va ériger des temples en son honneur et on va le vénérer, on va lui vouer un culte. Hem Adrien, quand il arrive au pouvoir, dans les mémoires d'Adrien, c'est ce qui est dit en tout cas, il refuse les titres honorifiques qui font de lui un dieu, puisqu'il pense ne pas les mériter à ce stade de, son, de son accession au pouvoir. Par contre, à la fin de son règne, si j'ose dire, il va accepter ce titre honorifique, il va même lui-même, dans les mémoires d'Adrien, se prendre pour un dieu, mais en fait, c'est totalement acceptable dans la bouche d'Adrien puisque son rôle dans la société, sa fonction dans la société d'empereur, lui donne ce statut de dieu au sein de cette civilisation, de cette culture. Et donc, c'est pas complètement aberrant qu'il se prenne pour Dieu, puisqu'il est pris pour Dieu, pour un Dieu, par tous les autres autour de lui et c'est ce dont il parle d'ailleurs dans sa vieillesse puisque plus il vieillit, plus il est proche de la mort et plus il est vu par les autres comme en dehors de la vie. Or, un empereur, quand il perd la vie, quand il meurt, il devient complètement un dieu. Et on continue à le vénérer comme un dieu dans les mémoires. Bon. Au-delà de ça, l'empereur, il a aussi un rôle extrêmement important puisque c'est lui qui va nommer son successeur. Il va le nommer en l'adoptant. Donc, il va adopter un homme qui a une famille, qui n'est pas du tout orphelin. Il va adopter d'ailleurs un homme parfois d'un âge mûr, hein, comme c'est le cas pour Antonin, pour Adrien qui adopte Antonin. Et c'est vraiment la démarche de succession pour nommer son successeur, hein. C'est une démarche d'adoption. Alors on va pas adopter, le premier venu ou son meilleur ami. D'ailleurs Adrien le dit, hein, il a des scrupules à adopter Lucius, parce qu'il aurait peur, qu'on pense qu'il l'adopte pour en mémoire de leur, passion, amoureuse qu'ils ont eue, de nombreuses années avant. Parce qu'en fait, c'est très important au deuxième siècle après Jésus-Christ que, l'empereur qui est nommé, enfin l'empereur qui est à venir, soit choisi, heu, qu'on choisisse comme empereur le meilleur de tous les citoyens. Alors qu'est-ce que ça veut dire être le meilleur de tous les citoyens?
c'est être extrêmement cultivé, donc connaître le latin et le grec et avoir une grande culture philosophique et lettrée. Savoir parler en public est un très bon tribun. Avoir de la prestance, du charisme et avoir une certaine gloire militaire. C'est pour ça que Adrien, dans ses mémoires, il insiste beaucoup, quand il fait le récit de sa formation et de son accession au pouvoir, il insiste beaucoup sur tous ces traits, sur le fait qu'il est très cultivé, que c'est un lettré, sur le fait qu'il est un très bon tribun, qu'il a déjà eu une part dans la politique, qu'il s'est déjà couvert d'honneur là-dedans, qu'il a même écrit les discours de Trajan, donc ça montre à quel point il a une très bonne maîtrise de l'art oratoire, et il a un certain charisme, il est très aimé, et il est très détesté aussi, mais ça montre un certain charisme, qu'on n'est pas indifférent à Adrien, et il a une certaine gloire militaire. Il insiste là-dessus pour montrer en quoi il était le meilleur citoyen, et donc en quoi il était un bon empereur. Alors, au-delà de ça, l'Empire romain au IIe siècle, c'est aussi la romanisation. Alors, qu'est-ce que c'est la romanisation? Je vais t'expliquer. Alors, le territoire de l'Empire romain est tellement vaste que le peuple romain, ce sont des populations très diverses, de cultures très différentes. On va avoir des Égyptiens, des Gaulois, des Grecs, etc. Et toutes ces personnes-là, toutes ces populations de cultures très diverses, vont s'inspirer des mœurs et des coutumes des Romains, donc pour du mode de vie des Romains. Pour t'en donner un exemple, il suffit de voir les différentes cités qui sont créées. Alors Adrien crée des cités à travers l'Empire romain, bien loin de Rome, par exemple en Égypte, où il crée Antinoé, la mémoire d'Antinoüs. Et ces cités sont créées selon le modèle de Rome, sur le modèle de Rome. Parce que elles vont avoir une certaine géographie propre à Rome, donc avec ce quadrillage très reconnaissable. Ils vont avoir des bains, des amphithéâtres, enfin toutes les infrastructures qu'on retrouve dans les villes romaines. En plus de ça, toute personne qui vit sur l'Empire romain est considérée comme un citoyen romain sans distinction, sauf pour les esclaves. Alors, autre chose, Adrien, il insiste beaucoup sur le fait qu'il y a un très grand respect des cultures différentes, des coutumes et des religions des différentes populations. Il existe une grande tolérance de chaque culture des provinces conquises. Donc, pour te donner un exemple, Adrien va, en tout cas c'est ce qui est dit dans les mémoires d'Adrien, il va accepter que les armées des provinces très éloignées de Rome puissent être commandées dans leur langue d'origine et puissent aussi se battre avec les armes et leur armure traditionnelle. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas commandés par le latin, et qu'ils n'ont pas les attributs guerriers des soldats romains. Et ça, c'est quand même une image extrêmement forte de tolérance et de respect des coutumes des populations conquises. Donc voilà, j'espère que ces quelques éléments sur l'Empire romain au IIe siècle te permettront de mieux rentrer dans l'univers des mémoires d'Adrien. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Je t'invite à aller regarder des images sur Google Images, des reconstitutions aussi de ce monde-là pour que tu puisses vraiment t'imprégner et mieux comprendre ce monde et mieux apprécier cette lecture. N'hésite pas à aller voir mes autres vidéos sur les mémoires d'Adrien et je te souhaite une bonne lecture et une bonne journée.